Alors, qui d'autre veut poser une question? Allez-y, profitez-en. Une autre question? On n'est pas obligé de parler d'aéroport, hein. Il y a plein de choses qui sont déléguées au secteur privé. Vous évoquez le fait que les politiques sont, et puis les institutions sont un peu pieds et poings liés face aux contrats qui leur sont présentés. Néanmoins, ce que j'ai retenu aussi, c'est que c'est toujours le même nom qui tombe quasiment à l'issue de chacun de ces contrats. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concentration, surtout dans le milieu du BTP? Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, les marchés de ce niveau-là sont au niveau européen. Donc pourquoi il n'y a pas d'autres acteurs? Alors je sais que ce n'est pas forcément la démarche du produire français, mais quelque part ça pourrait aussi permettre une meilleure gestion. Alors oui, déjà, il y a effectivement une question qui se pose par exemple sur le monopole quand on parle de Vinci. Donc il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, ils ont 13 aéroports en France, dont Lyon, qui est Lyon et Nantes, qui sont des grosses plateformes. Ils ont donc la LGV Tour Bordeaux, ils ont plus de la moitié des autoroutes françaises, et donc ils pourraient avoir Aéroport de Paris. Et ça pose aussi des questions sur comment ils vont gérer les choses. C'est-à-dire que moi j'avais interviewé des experts aéroportuaires qui craignaient que Vinci privilégie certaines lignes au regard de son intérêt à lui, c'est-à-dire de privilégier Paris-Lyon plutôt que Paris-Toulouse, parce qu'il n'a pas trop d'intérêt à aller à Toulouse. Ça pose quand même effectivement une grosse question. Et quand vous dites sur le... Et donc là on parle de Vinci, mais je vous dis sur l'eau c'est Suez et Veolia. Sur la cantine, on en parlait tout à l'heure, c'est Sodexo et j'ai oublié le nom du deuxième. Enfin, partout, il y a vraiment, ils ont quasiment un monopole. Mais quand vous parliez du produire français, en fait, quand on se demande mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, ça joue énormément. Ça, c'est un argument qui revient beaucoup dans la bouche des politiques, de dire qu'en fait, en faisant ça, ils font la promotion d'entreprises françaises et qui préfèrent, et en gros l'idée c'est de, si nous on leur donnait pas nos infrastructures à gérer, ils iraient le faire à l'étranger, ce qu'ils font déjà énormément, enfin, surtout Veolia, maintenant justement Veolia parle beaucoup sur l'international, et ainsi aussi avec les aéroports. Et ça, c'est vraiment quelque chose, le patriotisme qui est beaucoup mis en avant. Le fait de, ah oui, mais on a des fleurons du BTP ou de l'eau en France et il faut qu'on sache les valoriser et leur donner envie de rester sur le territoire. Et ça aboutit à des arguments, j'y pense parce qu'on me l'a sorti avant-hier, sur les autoroutes, un économiste qui dit que si l'État récupère bien sa part sur les péages d'autoroute, parce que l'entreprise paye des impôts. Et là, moi je me dis, non mais c'est complètement fallacieux. Donc lui, vraiment, il dit, mais si, en plus il donne des chiffres, je ne sais pas d'où ils sortent, mais d'après lui, l'État récupère 4 milliards d'euros par an sur les péages parce que l'entreprise paye des charges sociales, des impôts sur les bénéfices et certaines taxes. Mais enfin, pour moi, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte, c'est pas du tout la même chose. Ça n'empêche pas qu'à la sortie, ils ont quand même 3 ou 4 milliards d'euros de dividendes. Donc là, il y a pareil, il y a sûrement une taxe sur les dividendes, mais il y a une taxe sur les dividendes, mais il y a une enquête du Monde qui a montré il y a quelques mois qu'il y avait tout un système très très bien rodé en France pour faire baisser l'imposition sur les dividendes. Donc déjà il y a ça, mais par contre je pense que c'est vraiment quelque chose de très fort, ce côté de ce sont des entreprises françaises, elles payent des impôts en France et donc la moindre des choses qu'on peut faire c'est leur donner en cadeau nos infrastructures. Enfin, ça je pense que c'est vraiment quelque chose de très fort et que pour le coup, par exemple sur l'aéroport de Paris, je pense que le gouvernement fera tout pour que ce soit Vinci et que ce ne soit pas un groupe européen ou étranger hors Europe. D'autant plus avec ce qui se passe à Toulouse, alors que le fait que ce soit un fonds d'investissement chinois n'a rien à avoir dans l'affaire. Qu'il soit chinois ou français, ça ne change rien, ils ont les mêmes méthodes. Mais ça, la question du patriotisme économique est très très forte quand même sur ces sujets-là. Allez-y. Oui. Sur la Chapelle, donc, il faut produire du bâtiment, en fait, et on se trouve aussi avec une société comme Bâti-Nantes, par exemple, qui est souvent choisie. Et donc Bâti-Nantes, en fait, crée des SCCV qui naissent,
qui fait disparaissent, qui changent d'endroit. Et c'est le directeur en fait, de Patinante qui crée une SCCV, enfin qui en crée une, deux, trois, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une SCCV? Justement, c'est une société en fait qui en fait, vend après l'immeuble en fait et qui récupère les bénéfices. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent comment ça fonctionne en fait ces SCCV justement? Donc le maire donc signe mettons à lui construire, ça aboutit souvent sur Nantes sur quelques sociétés comme Patinante. Le directeur crée immédiatement donc une petite société à côté pour en fait récupérer en fait l'argent de la vente. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Parce que j'ai posé souvent la question aux élus qui me disent qu'ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc ça m'intéresserait de savoir comment circule l'argent entre... Ah oui, moi je ne connais pas du tout ce sujet, la promotion immobilière. Personne ne connaît comment ça fonctionne, les SCCV. Qui a une question? Est-ce que vous avez une autre question? Profitez-en. Hein. Sur votre facture d'eau, sur la cantine, sur les parkings, sur... en attendant que les esprits s'échauffent, moi j'en ai une qui est sur les allers-retours ou les allers simples que font des hauts fonctionnaires dans ces sociétés privilégiées parfois par patriotisme économique, etc., pour les mettre en avant. Tu as cité tout à l'heure le nom du préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire qui a signé la déclaration d'utilité publique de Notre-Dame-des-Landes, qui ensuite est parti chez Vinci Autoroute. On a un autre préfet des Pays de la Loire, Monsieur Comet, qui ensuite est parti à Lyon, puis a été écarté après un attentat qui s'était passé à Marseille. C'était quelqu'un, enfin le terroriste était un type de Lyon qui venait de sortir de prison. Bref, il a été écarté et qui aujourd'hui, par exemple, pantoufle chez ADP est fortement soupçonné de préparer l'arrivée de Vinci. Ces relations-là, comment tu les observes et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut arrêter? Enfin, il y a des chartes éthiques qui encadrent le travail de ces hauts fonctionnaires. Comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut mieux réguler cela? Il y a la commission de déontologie, mais si je me souviens bien, elle regarde le départ c'est ça. Elle regarde le départ d'un haut fonctionnaire vers un privé et pendant 3 ans, il a des obligations de ne pas travailler sur des dossiers qu'il avait en charge. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Il n'y a pas de commission de déontologie quand on arrive du privé. Enfin, je n'ai peur de dire des bêtises, ça c'est dans mon livre, mais ça fait un moment que je ne me suis pas penchée sur la question. Et ce que je sais, c'est qu'au Canada, c'est beaucoup plus fort, par exemple. Je crois que c'est sur 5 ans et pas sur 3 ans. Et ils regardent les allées et les retours. Alors en France, je ne sais plus si c'est l'aller ou le retour qu'on ne regarde pas, mais il y a une partie où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et typiquement, moi je l'ai revu récemment, un monsieur qui s'appelle David Azema, qui est l'ancien directeur de l'Agence française des participations de l'État. Donc l'Agence des participations de l'État, c'est l'agence au sein de l'État qui gère toutes les entreprises où l'État est actionnaire, donc Aéroport de Paris. Et aujourd'hui, il est dans un cabinet de conseil où il travaille pour ces entreprises, mais du côté privé. Et lui, clairement, on voit dans son parcours, il était encore là quand ils ont commencé à parler de vendre Aéroport de Paris, c'est lui qui a géré la vente à Lyon, à Toulouse, etc. Et après, il part dans le privé. Et donc, effectivement, ça pose vraiment des questions de conflit d'intérêts. Et ça, par contre, le conflit d'intérêts en France, il n'est pas du tout régulé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des doutes, et il y a des chercheurs qui disent que le conflit d'intérêts existe à partir du moment où il y a un doute, et où on ne sait pas si la personne qui est là, on peut avoir un doute sur l'intérêt qu'elle sert. Mais nous, c'est très vrai avec les ministres qu'on a aujourd'hui, Brune Poirson, qui est une ancienne de Veolia, qui est ministre de l'Environnement, celle qui vient de Danone, Emmanuelle Vargon.
Ben, ça c'est au niveau des ministres, mais ça existe aussi au niveau des fonctionnaires. Et en fait, ça pose vraiment la question de, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Et ça, en France, c'est pas du tout encadré. Il y a vraiment un gros problème d'encadrement là-dessus, effectivement. Et on en a peur. En fait, dans les groupes de BTP, la plupart, quand on regarde un peu leur CV, ils ont tous commencé dans le public. Et par exemple, Nicolas Notebaert, le président de Vinci Airport, il a commencé, il a passé les 10 premières années de sa carrière au ministère de l'Équipement. Et en fait, et le directeur des concessions d'Eiffage aussi, et ce qui leur permet d'abord de se faire un réseau au niveau de la fonction publique. Donc après, c'est des gens avec qui ils ont travaillé et qui vont retrouver plus tard quand ils seront en face. Et puis en plus, surtout, de comprendre comment fonctionne l'institution pour ensuite pouvoir utiliser les failles qu'ils ont bien identifiées généralement. Question? Vous êtes accablé. Non, il n'y a pas de. Vous n'avez pas de questions pour Isabelle Jarjac? Si. Est-ce que les enquêtes sont difficiles à obtenir des informations? Ça, c'est intéressant. Moi, j'enquête d'une manière particulière, c'est-à-dire que je passe mes journées dans mon ordinateur et au téléphone et que je ne vais jamais sur place, ce qui me permet par exemple d'enquêter sur les parkings de Toulouse en n'ayant jamais mis les pieds à Toulouse. Et parce qu'en fait, moi, mon travail d'enquête, c'est de me baser d'abord sur les contrats de délégation de service public, et ensuite, maintenant, de plus en plus aussi sur les comptes des sociétés. Donc j'envisage de faire une formation d'expertise comptable, pour de vrai, mais parce que en fait, c'est là que ça se trouve. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est d'abord de monter en compétence pour être capable de comprendre ces documents. Ça, c'est la première chose. Et après, il faut trouver ces documents-là. Et là, on arrive à un moment où ça devient très très compliqué avec le secret des affaires. Parce que moi, je l'ai vu récemment, c'était sur quelle infrastructure, je ne sais plus quelle infrastructure, où j'ai pu comparer les comptes de la société de 2015 et ceux de 2017, et j'ai plus exactement les mêmes informations. Et entre-temps, ce qui est passé, c'est la loi sur le secret des affaires. Et du coup, il y a ils sont moins transparents, enfin, il y a des choses c'est moins fourni, il y a moins de données. Et aussi sur les contrats de délégation de service public, ce qui se passe, non, parce qu'en fait, il faut bien savoir, tout ça c'est public normalement, c'est censé être complètement public, et d'ailleurs il y a des collectivités qui le font très bien, par exemple à Lyon et à Toulouse, ils ont des moteurs de recherche qui sont très très bien faits, vous tapez n'importe quel mot sur leur moteur de recherche et vous retrouvez tous les actes qui ont été votés, les procès-verbaux, les contrats, etc. Par contre, il y en a d'autres, moi en ce moment j'ai travaillé au Havre, on peut taper n'importe quoi, on ne trouve rien, absolument rien. Et il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, avoir ces contrats-là seuls, ce qui est public, c'est le contrat. Et les annexes ne sont pas toujours liées au contrat. Et en fait, il faut savoir que dans une délégation de service public, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais c'est le compte prévisionnel d'exploitation et le plan pluriannuel d'investissement. Donc c'est le fait que le privé s'engage sur 10, 15 ou 20 ans et qu'on dit vous allez gagner tant la première année, vous allez gagner tant la deuxième année, tant de chiffre d'affaires, etc. Et puis vous allez investir tant, etc. Alors d'abord, moi j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce n'était pas une obligation légale et qu'il y a des collectivités qui ne font pas ça, qui ne disent pas, qui ne font pas un tableau en disant en 2016 vous deviez faire tant de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas arrivé à vos objectifs, donc pénalité. Il y en a qui ne font pas ce genre de tableau, qui ne prévoient pas ce genre de choses. Déjà c'est sa première chose. Mais en fait, si on a le contrat sans les annexes, on n'a rien parce que tout l'équilibre financier et économique se situe là-dedans. Et là, on est vraiment empêché par la loi sur le secret des affaires. Parce que moi, la dernière fois que j'ai voulu demander le compte prévisionnel d'exploitation, c'était sur les parkings de Toulouse d'ailleurs. Oui, je crois que c'était les parkings en l'aéroport, je ne sais plus. Dans les parkings. Et la CADA me les a refusés. La commission d'accès aux documents, voilà. Et, sous prétexte de secret des affaires parce que ça divulguerait des informations essentielles à la stratégie financière de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment. Et j'en ai parlé avec la présidente de la Chambre régionale des comptes de Bretagne, parce que du coup, aujourd'hui, c'est les derniers. Il y a que les chambres régionales et la Cour des comptes qui font ce job-là, et je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais vous, j'ose espérer qu'on ne vous oppose pas le secret des affaires. Et elle m'a dit, ils peuvent pas, mais des fois on met vraiment, vraiment longtemps, voilà, ils vont vraiment essayer de faire de la rétention d'informations, même si, in fine, ils sont quand même toujours obligés de leur fournir. Voilà, la dernière fois, non, c'est ça, on me l'avait envoyé. Et on m'avait envoyé 10 pages blanches.
Et avec le mot, alors, on n'a qu'à garder les informations qui n'ont pas vocation à être divulguées. Il n'y avait rien. Et ils m'ont envoyé vraiment 10 pages blanches. Et du coup, c'est là que j'ai saisi la CADA en leur disant, mais... Et la CADA m'a dit non, secret des affaires, vous n'avez pas. Et là, je pense qu'on va vraiment arriver à un moment où ça va devenir très compliqué parce que si ils commencent à restreindre dans les comptes qui sont les comptes des sociétés, c'est public, c'est sur Infogreffe, si on commence à restreindre les données qui sont disponibles là et si on n'a plus accès aux annexes, ben on n'a plus qu'à compter sur les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes pour faire ce job-là, sauf qu'elles ont un planning de travail. Là, par exemple, l'aéroport de Rennes, c'était un rapport de la Chambre régionale des comptes qui avait sorti ces infos, mais sur les aéroports de Vannes-Rhône-Alpes, elles n'ont pas sorti de rapport depuis 10 ans. Donc on est quand même vraiment restreint en termes d'information. Donc moi, ma difficulté, elle est vraiment là, elle est de trouver le bon document et surtout d'y passer énormément de temps pour... moi, mon gros problème, c'est que je peux passer 4 heures sur un document sans savoir ce que je vais en ressortir et peut-être rien. Donc c'est pas du tout rentable. Mais, et c'est vraiment ça la grosse difficulté. C'est ce qui fait aussi que pour l'instant, je suis un peu toute seule à travailler de manière aussi précise sur ces sujets-là parce que les autres journalistes n'ont pas forcément le temps de faire ça. Enfin, ça prend vraiment énormément de temps. Après, par contre, sur les relations, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé, vous n'avez pas peur, vous êtes protégé. Alors, j'ai quand même crypté mon ordinateur, parce que la seule chose dont je commence à avoir peur, c'est qu'on me vole mon ordinateur. Mais par contre, pour l'instant, je ne pense pas avoir... J'ai pas de bâton dans les roues de la part de ces sociétés, à part le fait qu'elles me répondent jamais. Elles n'ont jamais répondu à aucune de mes demandes d'entretien. Mais en fait, pour l'instant, je ne leur fais pas trop de tort parce que tout ça est complètement légal. Et d'ailleurs, sur l'aéroport de Clermont, j'ai vraiment un document qui dit qu'il cherche le contentieux. La collectivité aimerait trouver une faille pour aller au contentieux, mais la faille, elle n'existe pas parce qu'ils sont beaucoup trop forts pour pas verser dans l'illégalité. C'est vraiment pas... Ils iront jamais jusque-là. Et du coup, en fait, moi, je ne fais que prouver par A plus B qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on attend d'eux qu'ils rentabilisent les infrastructures, qu'ils maximisent le profit. À la limite, je pense que je leur fais gagner des points en bourse. Enfin, jusqu'à un certain point. En fait, je pense que ça peut commencer à devenir compliqué pour eux si c'est au niveau de l'opinion publique. Par exemple, avec l'aéroport de Paris qui se profile, si dans l'opinion publique, ça commence vraiment à grogner sur la gestion de Vinci et qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient perdre la perspective de l'aéroport de Paris, là, je pense que ça va commencer à les ennuyer. Mais pour l'instant, je ne fais que écrire, démontrer par A plus B qu'ils sont très très forts et qu'ils font très 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 bien leur travail. Donc de maximiser les profits, parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Et eux, c'est ce qu'ils présentent à leurs investisseurs. Moi, j'ai déjà vu leur rapport présenté à la journée d'investisseurs. Et c'est vraiment ça, c'est regarder comme on est trop fort, on gagne énormément d'argent sur les autoroutes, on gagne énormément d'argent sur des aéroports qui étaient quand même pas en super bon état avant qu'on arrive. Donc pour eux, c'est plutôt... Après, je crois que pour l'instant, ils s'en fichent complètement de ce que je peux écrire. Mais j'ai pas de souci à ce niveau-là. C'est pas un... Par contre, on peut avoir des difficultés pour avoir accès aux données, ouais, de plus en plus. Une autre question? Allez-y. Non, depuis la vente des autoroutes par l'État des concessions, est-ce qu'il y a des regrets de ces anciens hauts fonctionnaires? Oui, alors moi j'en ai vu un il n'y a pas longtemps justement au Conseil d'État qui était invité en tant qu'ancien haut fonctionnaire qui avait travaillé là-dessus et oui, clairement lui il exprimait le fait qu'il s'était planté et qu'ils n'avaient pas mis. Alors justement ça, le fait de ne pas avoir fait les contrats. Ça, c'est vraiment l'erreur de base, de ne pas être reparti sur des nouveaux contrats, quitte à vendre, autant repartir sur des nouveaux contrats. Donc, oui, je pense qu'il y a des regrets, même de certains politiques. Moi, j'avais discuté avec des politiques qui disaient qu'effectivement, c'était peut-être une erreur. Donc, je pense quand même qu'il y en a qui se disent qu'ils se sont trompés là sur ce point. Mais après, c'est quand même aussi une part d'idéologie, hein, parce que quand on voit qu'ils vont refaire la même chose sur l'aéroport de Paris, il y a aussi à un moment une part d'idéologie. Il y a aussi ceux pour qui l'État n'a rien à faire sur des infrastructures telles que celle-là, parce que le privé ferait mieux le travail. Et je dis ferait parce qu'avant, j'avais tendance à dire, effectivement, sur les autoroutes, par exemple, on ne peut pas leur reprocher de mal entretenir les routes. Par contre, il y a un gros impact sur la politique sociale.
Par exemple, sur les autoroutes, il y a moins 30% de salariés depuis 2005, ils ont perdu 30% d'effectifs. Très concrètement, aujourd'hui, on peut se retrouver avec un homme en jaune seul sur une 3 voies qui est tout seul dans son camion et qui doit sécuriser tout seul la voie. Ou ils mutualisent aussi le matériel. Et des fois, ils ont 3 balayeuses automatiques sur un secteur, et si elle n'est pas disponible, ils balayent l'autoroute à la main après un accident, mais il y a le trafic qui continue à rouler. Donc ça a quand même vraiment des impacts, un impact social. Et ce que je commence à découvrir là pour m'aider à citer, c'est que sur les aéroports, c'est qu'en plus, ils ne feraient pas complètement le job, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas forcément leurs engagements en termes d'investissement. Et en termes de développement du trafic, ils ne tiennent pas forcément leurs objectifs en plus de ça. Mais bon, globalement, pour l'instant, on ne peut pas leur reprocher de laisser mourir les infrastructures qui gèrent. Ils font à peu près bien le job, mais il y a quand même des conséquences derrière, des conséquences sociales essentiellement, et des conséquences financières, en fait, surtout ça. Y a-t-il une autre question? Oui, il y en a plusieurs. Qu'arrivera-t-il au pont de Millau quand on va être rendu au bout de la concession? Je sais pas, je sais plus combien c'est la concession. Elle était vraiment très très longue, je pense que c'est 2050 ou des choses comme ça. Ça, c'est la grande question. Le pont de Millau, je ne sais pas, parce que c'est quand même une infrastructure très particulière. Je ne sais pas si l'État aurait intérêt à le reprendre en gestion, en exploitation. Par contre, on peut parler des autoroutes, encore une fois, ce qui est la même chose. Et parce qu'en 2036, les concessions d'autoroutes arrivent à terme si elles ne sont pas prolongées, parce qu'il faut savoir que quand ils font des travaux, et d'ailleurs sur Millau, ça doit être pareil. Quand ils font des travaux, soit ils les répercutent sur les péages, soit ils demandent un allongement de concession. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des contrats qui ne se terminent jamais. Et sur les autoroutes, il y a un vrai risque. Et là, typiquement, quand j'étais au Conseil d'État, il y avait le PDG de Sanef qui était là pour faire clairement du lobbying, pour expliquer que là, leur nouveau truc, leur nouvel investissement dont ils sont sûrs que c'est l'avenir et que c'est absolument indispensable, c'est ce qu'ils appellent le free flow. C'est le fait que vous n'avez plus de barrière de péage, vous passez avec votre voiture, on scanne votre plaque et vous ne vous arrêtez pas. Donc eux, ils présentent ça comme une avancée environnementale parce que ça produirait moins de CO2 comme on ne s'arrête pas, une avancée un confort pour l'usager. Et sauf que ça a un coût et qu'ils ne veulent pas assumer ce coût-là et qu'ils veulent le faire financer soit par un allongement de concession, soit par des péages, et qui, là pour l'instant, apparemment l'État n'est pas vraiment pour allonger les concessions, enfin en ce moment ils sont un peu frileux avec ça. Et lui, il explique qu'ils ne peuvent pas le prendre à leur charge parce qu'il y a un vrai risque. Et le risque, selon lui, c'est que vous passiez au péage, et en fait il dit, ceux qui n'auront pas d'abonnement vont passer au péage et on leur enverra la facture après. Et donc selon lui, il y a un vrai risque d'impayé. Sachant qu'ils ont votre plaque. Hein. Donc voilà. Et surtout, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en fait, peut-être que les 6 premiers mois, la première année, il y a des gens qui n'auront pas payé, qui vont payer après coup. Ils paieront de toute façon, parce qu'ils ne vont pas les laisser filer. Mais c'est surtout que le but, c'est que tout le monde prenne un abonnement. Et qu'en fait, en tout cas dans des régions où on utilise l'autoroute fréquemment, c'est qu'en fait, ils vont pousser tout le monde et qu'à la sortie, ils vont se retrouver avec beaucoup plus d'abonnements. Et c'est exactement comme dans la presse. Comme n'importe qui, c'est toujours plus intéressant pour une entreprise d'avoir des gens qui payent tous les mois à taux fixe ou d'avoir des gens qui passent une fois de temps en temps. Et donc clairement, ils seront gagnants. Et donc là, ils essayent de faire valoir ça sur le fait de dire on a besoin d'un allongement de concession parce qu'on va prendre un gros risque en installant du free flow. Et donc, en fait, on a vraiment un risque sur le fait que ces contrats-là soient indéfinis. Et je pense que Millau, c'est la même chose. Je ne connais pas particulièrement, mais je pense qu'il y a énormément de travaux à faire chaque année et qu'à chaque fois, ça doit... parce que je crois que par contre, ils font attention au péage, au viaduc. Justement, il y a une politique de péage assez contrôlée pour ne pas pénaliser les gens du territoire. Et donc, à mon avis, ça doit se traduire par des allongements de concessions assez réguliers. Donc, je pense que c'est une concession quasiment perpétuelle. À mon avis... Mais sur les autoroutes, ça pose un vrai problème, parce que la question c'est quand est-ce que l'État va reprendre ses recettes à son compte. Une autre question? Vous n'êtes pas déjà épuisé quand même? Alors moi j'en ai peut-être une quand même pour Isabelle, c'est mais que peuvent les citoyens? Comment faire?
allait signer le référendum contre la privatisation d'ADP, pardon, mais autrement, que pouvons-nous faire? J'avoue que moi je suis un peu coincée avec ça. Moi j'ai choisi mon camp et le fait d'être journaliste, ça me donne l'impression de faire ma part et du coup je me dis bon voilà, moi au moins j'écris, je dis les choses. Après effectivement, non par contre ADP c'est important, ça c'est Daniel Schneiderman, le rédacteur en chef d'Arrêt sur Image qui vient de sortir un livre sur ADP où lui son idée c'est vraiment de dire c'est fondamental parce que justement à cette question on a enfin une réponse, que pouvons-nous faire? Là on peut faire quelque chose parce que ce ne serait pas juste ADP de dire, ce serait vraiment un mouvement citoyen de dire on ne veut plus de ça, on ne veut plus que vous bradiez nos services publics pour les entreprises privées. Et donc, ça, c'est quand même vraiment pas rien. Si on arrivait à faire signer, à obtenir assez de voix pour aboutir à un référendum, ce serait quand même déjà énorme. Aujourd'hui, je pense que c'est la priorité. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de s'abonner à Mediacité pour être au courant de tout et d'en parler autour de soi. Quand on est abonné à Mediacité, on peut offrir des articles à ses amis et d'en parler autour de ça et de faire comprendre aux gens que cette histoire d'aéroport de Paris, c'est pas juste un aéroport, parce qu'en plus, moi je parle pas de l'aspect environnemental et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent mais nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins que le trafic aérien s'arrête parce que c'est un problème pour le réchauffement climatique. Donc on peut comprendre ça, mais il faut vraiment voir ça en fait, ça peut vraiment devenir un totem de défense du service public. Et je pense que déjà, là, on a plus beaucoup de temps. Il reste décembre, janvier, février, mars. Donc déjà, je pense que si on pouvait se concentrer là-dessus, de faire de la communication pour pousser les gens à signer, pour arriver à faire vraiment un mouvement là-dessus, la première chose. Effectivement, s'informer, ça me paraît évident. Et après, évidemment, il y a quand même au niveau local, au niveau de l'eau. Oui, voilà, demander des comptes à ses élus. Bon, il y a les élections quand même. Et puis, au niveau de l'eau, il y a quand même beaucoup d'associations locales qui se créent, qui militent pour une reprise en main publique de la gestion de l'eau. Donc ça, je pense que ça peut aussi fonctionner. Mais c'est énorme. Je sais que voilà, moi, je fais des constats et que j'ai pas forcément les solutions. Déjà, je pense que déjà savoir, c'est déjà la première étape pour essayer de faire changer les choses. Oui. Voilà. Alors, posez la question dans le micro, tout le monde entend. Est-ce que vous avez fait le même travail sur les hôpitaux, la privatisation des hôpitaux? Alors moi j'ai travaillé sur l'hôpital de Saint-Nazaire qui est un partenariat public-privé avec EFAGE. Et alors ça, ce que je disais tout à l'heure à la pause, c'est que ça a été interdit depuis 2016. Les partenariats publics-privés pour la construction des hôpitaux et des prisons sont interdits. Mais du coup, il y en a qui payent les pots cassés et Saint-Nazaire en fait partie. Saint-Nazaire aujourd'hui paye 17 millions d'euros de loyer par an à EFAGE pour rembourser leur construction. En plus, moi, quand j'avais fait mon enquête, j'ai pas tous les trucs en tête parce que c'était presque 2 ans, mais j'avais fait une comparaison avec l'hôpital de Lorient qui avait été construit à la même période sur un bassin à peu près d'habitation à peu près semblable, enfin c'était assez comparable. Et ce que j'en avais conclu, c'était que l'hôpital de Saint-Nazaire avait coûté 2 ou 3 fois plus cher au final que l'hôpital de Lorient. Parce que, toujours pareil, quand on fait avec le privé, en fait, il y a toujours une marge. Le privé, lui, prend sa marge, donc ça va coûter un petit peu plus cher. Et sur les hôpitaux, ça va coûter très cher. Et là, l'hôpital de Saint-Nazaire, ils sont vraiment, comme tous les hôpitaux publics, ils sont en grande difficulté. Mais le fait d'être lié avec ce contrat-là de 17 millions d'euros de loyer par an, ça vient plomber encore plus leur bilan. Et en plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sur ce genre de partenariat public-privé, là, c'est pas la délégation de service public, c'était des bails amphithéotiques, ça s'appelle. Mais en fait, ils ont la construction. Oui, voilà, c'est un bail. Ils ont la construction et ils ont la maintenance. Et en fait, ça fait toute la différence. C'est que ils sont liés à EFAGE pour faire les moindres travaux. Donc déjà, ils payent 2 ou 3 personnes qui sont sur le site tout le temps, qui doivent faire les travaux. Donc en plus, ils ne peuvent pas avoir plus de gens s'ils ont besoin d'en avoir plus. Il y en a 2 et puis on fait avec. Donc des fois, ils sont par exemple dans une chambre, et la douche elle ne marche plus, il faut attendre 3 jours parce qu'ils sont 2 et qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et surtout, du coup, ils sont obligés de passer par EFAGE pour le moindre bricolage. Et j'avais pas d'exemple sur les prix à Saint-Nazaire, mais par contre j'avais quelqu'un qui m'avait parlé de Ballard, le Pentagone français qui a été construit en partenariat public-privé c'est pas la Défense, mais c'est ce qu'on appelle oui.
Et en fait, il expliquait que là-bas, d'après lui, donc il travaille là-bas, il y a des rallonges partout dans les étages, des fils qui courent partout sur le sol, le plafond, sur les murs, etc. Parce que la moindre prise, je crois que c'est Bouygues sur Ballard. Et parce que la moindre prise à installer ou à changer, c'est 2 000 €. Et que du coup, plutôt que de demander à Bouygues de changer une prise, ils mettent des rallonges. Et qu'apparemment, il y a des fils qui vont partout dans les étages. C'est des choses, et là on est à Ballard, mais donc, je sais qu'à Saint-Nazaire, c'est la même chose, c'est qu'ils se retrouvent à devoir payer des sommes astronomiques pour des choses qui sont... Puis en plus, il y a des malfaçons, ça c'est encore autre chose. Mais typiquement, il disait qu'il y a des chasses d'eau qui ont été installées derrière les murs. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas accessibles. Donc s'il y a un problème de chasse d'eau, il faut démonter la chambre. C'est des petites choses comme ça. Et si ça a été interdit, c'est parce qu'il y en a un qui a vraiment fait les frais de ça, c'est l'hôpital sud francilien, qui était aussi avec Eiffage, je crois, et où l'État a dû racheter l'hôpital pour 250 millions €, ils ont dû racheter le bail. Parce que là, c'était des malfaçons, je ne sais plus combien il y avait, enfin c'était astronomique, ça ne fonctionnait plus du tout, ça perdait vraiment trop d'argent. Donc ils ont racheté l'hôpital sud francilien et ils ont inscrit dans la loi le fait qu'on ne pouvait plus faire un partenariat privé sur les hôpitaux. Donc il y a quand même des choses qui changent. Voilà, Supprimer tous les PPP. Oui, la délégation de ça, en fait, oui, parce que là c'est un panorama un peu noir, mais la délégation de services publics, en soi, c'est pas forcément un mal. Il y a certaines communes, des petites communes qui... Ça peut, en fait, si c'est bien fait, c'est pas forcément un problème en soi. Ça peut être bien géré, à condition, effectivement, de le contrôler. Par exemple, moi, j'ai eu sur le transport à Angers, ils expliquaient que tous les 3 mois, ils vont dans les dépôts de bus, vérifier déjà rien que les effectifs. Est-ce qu'il y a bien le nombre de personnes sur lesquelles le délégataire est engagé? Est-ce que les bus sont en bon état? Donc, ça demande un peu d'implication, mais ils sont ils ont vraiment bien cadré leur équilibre financier, et du coup, au final, ils sont quand même assez contents de leur délégation. Mais en fait, c'est que ça demande un moment des moyens. Mais par exemple, sur le transport, ce que me disait une association qui travaille avec les collectivités sur le transport et qui en off est quand même plutôt pour la régie que la DSP, mais il me disait on a quand même un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'un groupe comme Keolis, il va faire quand même des économies d'échelle quand il gère les transports à Rennes, à Nantes, c'est une Seine. En tout cas, il va quand même mutualiser à un moment, et donc il y a quand même des économies de fait, et que il disait en dessous de 50 000 habitants, c'est quand même très compliqué pour une collectivité d'avoir son propre réseau de transport. Les coûts sont beaucoup trop importants et que ça devient intéressant de s'adresser à des groupes. Parce que vous savez que là on parle de Vinci, mais c'est quand même pas, on n'est pas à la même échelle. Vinci, il faut avoir conscience qu'ils ont développé leur activité concession avec les autoroutes. Bon, en plus, eux, vraiment, ils arrivent sur des... Parce qu'autant Eiffage, ils ont commencé avec les viaducs de Millau, mais au moins, ils vont construire le viaduc. Ils ont quand même mis un moment d'argent sur la table. Ainsi, eux, ils ont leur spécialité, c'est de récupérer des infrastructures déjà construites. Investissement minimum. Mais du coup, en fait, leur activité concession, aujourd'hui, elle représente 16% de leur chiffre d'affaires, donc des recettes, et c'est 64% de leurs bénéfices. Donc c'est pour vous donner, ça c'est le rapport d'activité 2010, pour vous donner un ordre de rentabilité de ça. Et juste pour finir, un dernier chiffre, parce que pour moi il me paraît important, il faut bien avoir conscience que sur ces sujets-là, il y a une guerre des chiffres. C'est que ça, c'est l'autorité de régulation des transports qui l'avait noté. Les sociétés d'autoroutes font une marge de 34,7% en moyenne, marge nette en moyenne en 2017. Et moi j'avais comparé avec les sociétés du CAC 40, elles ont une marge nette moyenne de 6%. Donc, et Xavier Huillard, PDG de Vinci, avait répondu à la tribune en expliquant qu'il voyait des chiffres farfelus circuler. Et moi, ça fait 6 mois que je leur écris pour leur demander leurs chiffres et que je n'ai jamais rien obtenu en échange. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très... Il joue beaucoup là-dessus, sur les chiffres. Une autre question? Une dernière question? Non. Vous êtes journaliste, mais vous avez aussi, j'imagine, des compétences en termes de juridique, économie, des compétences plus adaptées justement pour fouiller dans tous ces contrats et dossiers. Vous pouvez nous en dire plus peut-être sur si votre... Je suis une imposture.
Non, c'est pas mon propos. C'est que je trouve que c'est intéressant. Et comme vous le disiez, bah, vous passez beaucoup de temps à chercher des documents, à les analyser, et ça nécessite quand même un bon background pour bien aussi trier le bon grain de livret, quoi. Non, mais quand je dis que je suis une imposture, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que, enfin, c'est personnel, mais moi, en classe de troisième, j'avais 0 de moyenne en maths. Et mon prof de maths a déclaré, il y a des gens qui sont analphabètes, Isabelle, elle est anéménisée. En seconde, j'ai décidé que je laissais tomber. J'ai eu un bac ES avec 2 de moyenne en maths parce que j'avais bossé les pourcentages, j'ai fait toujours un exercice sur les pourcentages. Oui, les pourcentages, je sais même plus. Bon, bref. Enfin, bref, j'ai un gros problème avec les chiffres. Il y a vraiment un énorme problème avec les chiffres. Et donc en fait, c'est un total hasard. Moi, j'ai fait une licence de sciences politiques. Et après, je me suis lancée dans le journalisme. Je n'ai pas fait d'école, j'ai fait des CDD à Ouest-France. Et donc, non, c'est vraiment un gros hasard. Et en fait, c'est en bossant sur les concessions d'autoroute, c'est aussi que j'ai trouvé des gens qui ont pris le temps de m'expliquer beaucoup de choses. Et en fait, j'ai pris beaucoup de temps. Vraiment beaucoup. Pour essayer de comprendre par moi-même, pour interviewer les bonnes personnes qui, elles, des fois, ont passé 2 ou 3 heures par téléphone pour m'expliquer comment ça marchait. Ma dernière étape, c'est depuis 2 ans de m'attaquer au compte de société, d'être capable de lire un bilan passif, actif, un compte d'exploitation, etc. Et ça, typiquement, quand j'ai bossé sur l'aéroport de Toulouse, j'ai trouvé un expert comptable qui a accepté de passer 2 heures avec moi pour me faire comprendre quels étaient les points à regarder, etc. Et qu'après, de temps en temps, je rappelle quand j'ai un doute. Et franchement, non, je suis vraiment montée comme ça. Par contre, là, maintenant, je me dis que une petite formation d'expertise comptable, ce serait peut-être pas mal. Mais non, c'est vraiment, même moi, des fois, je me dis, c'est absurde. Personne n'aurait parié sur le fait que j'allais passer mes journées à manier des chiffres. Et bon, je suis quand même un peu angoissée du chiffre, hein, mais pour ça, à l'oral, je suis jamais très sûre de moi, et à l'écrit, je vérifie 15 000 fois avant d'écrire un chiffre. Mais non, je pense que c'est... Et effectivement, franchement, honnêtement, je me rends compte maintenant, même quand je parle avec des juristes et tout ça, que j'ai acquis une compétence parce que je comprends de quoi on parle et que j'ai des questions pertinentes. Mais je crois que ça vient juste de l'intérêt, hein, c'est juste que ça me passionne bizarrement. Bien, plus aucune question. Allez, la dernière. Pour Notre-Dame, par exemple, pour Notre-Dame de langue, je suivais ça un peu il y avait des réunions, alors je voyais des réunions entre le ministre, le préfet, les hauts fonctionnaires, ainsi, tout ça plus ou moins en catimini. Mais ils parlaient quoi dans ces réunions-là exactement? Parce que si aujourd'hui, Notre-Dame c'est pas fait, mais si pour les constructions autoroutes, ils gagnent autant d'argent, je pense que les hauts fonctionnaires, avec des préfets et tout ça, qui discutent pendant ces réunions, il doit bien quelque chose qui doit se passer, en disant on vous laisse le bébé avec beaucoup d'argent quand même. Là, je ne pourrais pas vous répondre, je rêverais de savoir ce qui se passe dans ces réunions, effectivement. Mais je ne peux faire que comme vous imaginez des choses, je ne sais pas. On a appris tout ça après coup, en fait, qu'on même pas... enfin, je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, mais on a appris qu'il y avait des réunions à la préfecture, mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, et les choses étaient déjà piffées, quoi. Oui, non, ça, là, en plus, moi, concernant Notre-Dame-des-Landes, enfin, moi, je suis pas bretonne, je suis arrivée en Bretagne il y a 10 ans, mais j'ai commencé à m'intéresser au sujet il y a 3 ans, vraiment sur ce côté contrat de concession. Donc, j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé avant, entre 2002 et 2016. J'étais pas du tout sur le sujet, j'étais pas à Nantes, j'étais même pas en Bretagne. Donc là, mais non, effectivement, là, on ne peut qu'imaginer ce qui se passe dans ces régions, je sais pas. Bien, on va lever le camp. Alors, il y a peut-être quelqu'un du Café Citoyen qui va faire un petit mot pour les prochains rendez-vous.